Rebonjour à tous. Donc du coup, on va poursuivre cet après-midi dans la continuité de ce qu'on a vu ce matin sur les questions de financement, des outils de financement d'une politique de gratuité des transports collectifs urbains, pour essayer d'envisager des leviers ou des possibilités ou un certain nombre de contraintes qui peuvent se poser dans le cadre national. Et l'idée, c'est de discuter autour de ça avec des sénateurs, des députés, et voilà. L'après-midi, il y aura un petit point assez rapide de Julie Fraîche, qui est vice-présidente de la métropole de Montpellier Méditerranée, qui est chargée des transports et mobilités actives, pour nous parler un petit peu rapidement du contexte montpellierien. Et puis après, on va enchaîner avec une intervention de Hussein Bourgui, qui est sénateur de l'Hérault, pour nous parler aussi un petit peu des pistes qui, selon lui, sont envisageables, pas envisageables, dans un contexte national, donc pour donner des outils aux collectivités qui voudraient s'emparer de ces questions-là, un contexte très local. Et puis après, on aura donc une intervention de Monsieur Guillaume Gontard, qui est donc président du groupe écologiste au Sénat et sénateur de l'Isère, et donc qui a été rapporteur de la mission d'information du Sénat sur cette question-là, de la gratuité des transports collectifs, donc qui a donné lieu à un rapport assez fourni sur ces questions-là. Et puis on finira avec Jean-Paul Lecoq, qui est co-signataire d'une proposition de loi pour encourager la gratuité des transports qui a été portée à l'Assemblée nationale et qui est député de Seine-Maritime. Donc l'idée, je vais vous donner la parole, Madame Fraîche. Oui, merci beaucoup. Bonjour messieurs. Merci pour votre présence à Montpellier en présentiel et bonjour à toutes les personnes connectées. Donc c'est vrai que nous, à Montpellier, nous avons fait un choix politique extrêmement fort. Nous avons, au cours de la campagne des élections municipales, défendu avec passion, je crois, et beaucoup d'ardeur, la gratuité des transports, parce que nous pensons que la gratuité des transports est vraiment le fer de lance d'une approche systémique sur les mobilités. C'est vrai que c'est aussi un choix politique fort de défendre une écologie positive qui concilie aussi bien la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique, mais aussi l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Pour ne pas finalement que toutes les mesures prises en matière d'écologie soient vécues de manière punitive par un certain nombre de nos concitoyens. Donc pour nous, il était vraiment important de défendre cette mesure parce qu'elle conciliait deux exigences extrêmement fortes, la lutte et l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi l'augmentation du pouvoir des ménages. Aujourd'hui, nous avons mis en place la gratuité des transports par étapes. La première étape, depuis le 5 septembre, pour les week-ends, c'est une mesure pour accompagner la relance et l'attractivité économique des commerces de proximité, notamment parce que lorsque nous l'avons mis en place, c'était à la suite du premier confinement et donc les commerces avaient traversé une période difficile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le premier bilan que nous tirons de cette première étape est une augmentation de la fréquentation le week-end de l'ordre de 7%. Et sur une première enquête que nous avons réalisée, il y a deux conclusions extrêmement intéressantes. La première, 48% des personnes se sont déplacées avec le tramway gratuit, alors que finalement, d'habitude, ils auraient pris leur voiture. Deuxième conséquence, des gens se sont déplacés alors que finalement, ils ne l'auraient pas fait si le tramway n'avait pas été gratuit. Donc pour nous, ces premières conclusions de cette première étape sont particulièrement encourageantes. Sur notre réseau de transport, qui est un réseau assez important, nous aurons bientôt 5 lignes de tramway, nous avons 41 lignes de bus, un réseau extrêmement bien structuré au niveau urbain et suburbain. Pour nous, la question de la gratuité était vraiment majeure, aussi bien pour s'adresser aux captifs, mais aussi à toutes les personnes, finalement, qui ont besoin de se déplacer. Et donc, la gratuité, elle est vraiment vectrice de lien social, de mixité sociale, pour encourager les gens à se déplacer avec un mode de transport doux.
Dire également que pour nous la gratuité n'est pas seulement une mesure isolée, mais elle est vraiment totémique, c'est-à-dire qu'elle est le fer de lance d'une approche systémique sur les mobilités. On s'attarde aussi bien sur les questions d'infrastructure, avec une 5e ligne de tramway, 4 futurs bus express, du covoiturage, de l'autopartage, un réseau de pistes cyclables, mais aussi sur le soft, avec un travail en dentelle sur la question de la gestion du temps, parce que pour nous, un des effets extrêmement importants de la gratuité, c'est de travailler les heures creuses et de faire finalement d'augmenter le déplacement des gens qui ne sont pas contraints de se déplacer pendant finalement les heures de pointe. Et donc, grâce à la gratuité, espérer finalement de lisser l'heure de pointe, d'augmenter la fréquentation en heures creuses et donc d'améliorer l'efficacité de notre réseau. Voilà aujourd'hui les premières conclusions, peut-être quelques chiffres. Vous dire que sur notre réseau, nous avons 100 000 abonnés et en quelques mois, suite à la première étape de la gratuité, nous sommes déjà à 80 000 passes week-end gratuits. Ce sont des chiffres assez exceptionnels. Ça veut dire qu'on est arrivé en quelques mois à atteindre pratiquement le nombre d'abonnés d'un réseau de transport qui existe depuis près de 20 ans. Et dans une période extrêmement compliquée où pendant le 2e confinement, on a atteint des baisses de fréquentation de l'ordre de 82%. Donc peut-être pour terminer, dire que nous aujourd'hui, à Montpellier, on défend politiquement un droit à la mobilité universelle. Pour nous, la gratuité, c'est un bien commun. Nous faisons de la politique pour améliorer le quotidien des gens et nous croyons modestement que la gratuité en fait partie. Et nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui parce que aujourd'hui la question doit être portée au niveau national et on doit aujourd'hui défendre des évolutions législatives pour améliorer le financement des réseaux de transport et donc participer à l'extension des dispositifs de gratuité sur nos réseaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, juste, j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis co-responsable de l'Observatoire des transports des villes gratuites et chercheur au laboratoire Ville Mobilité Transport. Désolé. Merci, Madame Fraîche. Donc, du coup, je vais donner la parole à Monsieur Bourgui, sénateur de l'Hérault, pour vous nous évoquer un petit peu, je sais pas, votre vision autour de ces questions de gratuité, autour de leur question de leur financement. Alors, l'idée, c'est, je précise, c'est pas de dire que forcément la gratuité est la meilleure option de partout. Mais c'est de dire qu'il y a des territoires où elle peut avoir un vrai intérêt, mais il peut y avoir un peu des verrous au niveau national. Et donc, voilà, est-ce que c'est des choses qui paraissent envisageables de les faire bouger ou pas? Merci beaucoup à vous, merci à tous et à toutes, merci beaucoup à Michael Delafosse et Julie Fraîche de m'avoir convié à participer à ce séminaire qui se tient aujourd'hui à Montpellier. Merci beaucoup à Maxime Huret et à toute l'équipe qui l'entoure. C'est un réel plaisir et j'ai le sentiment que c'est une étape supplémentaire sur une réflexion que nous avons entamée avec Michael Delafosse et Julie Fraîche il y a quelques mois de cela. À l'époque, nous étions dans un embryon de programme politique pour les élections municipales de Montpellier. Je n'étais pas sénateur, j'étais tout simplement un citoyen de cette ville où j'habite depuis une trentaine d'années et j'étais aussi conseiller régional, président d'un syndicat mixte chargé des transports interurbains. Et j'ai été immédiatement convaincu, séduit et un grand défenseur, un grand artisan, un grand ambassadeur de la gratuité des transports en milieu urbain. Et je vais me permettre de vous dire pourquoi il me semble que Montpellier est le bon endroit et le bon territoire pour l'expérimenter. À l'époque, je m'étais beaucoup documenté et j'avais regardé le rapport de la mission d'information parlementaire, mais Guillaume Gontard aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et dans lequel il y avait un certain nombre de recommandations qui étaient faites, à savoir dépassionner le débat qui souffrait souvent de positions de principe. Il recommandait aussi d'intégrer des territoires ruraux, des territoires périurbains et des territoires urbains. Et effectivement, la métropole de Montpellier, avec 31 communes, montre ce visage-là d'une mixité, une ville-centre très urbaine, des communes périurbaines et des communes rurales. Et on avait à l'échelle de cette intercommunalité 31 communes qui permettaient de répondre à ces différents critères qui étaient soulignés et recommandés dans le rapport de la mission d'information sénatoriale. Et il y avait ensuite une autre recommandation qui a été faite, c'est celle de penser la gratuité comme un outil d'une politique globale. Et effectivement, pour nous, lorsqu'on a réfléchi à ce sujet, c'est que la gratuité n'était pas uniquement un coût
qui était seul, isolé d'un ensemble. Et quand Julie Frech vous parle du plan d'aménagement des pistes cyclables sur la ville, quand elle vous parle d'un certain nombre d'autres politiques publiques qui sont complètement complémentaires de la gratuité. C'est-à-dire la gratuité, elle n'est pas pensée comme étant un outil ou une politique publique ou un affichage politique à un instant T, mais comme étant une politique publique qui vient s'insérer dans un ensemble de dispositifs qui sont mis en œuvre, et certains d'entre eux ont commencé et rencontrent beaucoup de succès. Ce qui m'a conduit très rapidement à constater que nous avions face à nous la coalition improbable des corporatistes. Coalition des corporatistes, et j'étais fort surpris pendant la campagne d'avoir comme principaux contradicteurs des syndicats qui se battent au quotidien pour le pouvoir d'achat et pour la justice sociale, qui nous expliquaient, mais nous, vous comprenez, si vous mettez en place la gratuité, ça va supprimer des emplois, en l'occurrence les emplois des contrôleurs. Et toute ma réponse consistait à leur dire, mais est-ce que vous considérez qu'on est assigné à vie à être contrôleur? Est-ce qu'un contrôleur ne peut pas devenir demain conducteur? Et c'était cette réflexion-là vers laquelle j'ai incité les uns et les autres à aller. Ensuite, nous avons eu des contradicteurs parmi les gens qui nous disaient, ça va coûter cher. Ben, tout coûte cher. Tout coûte cher dans la vie. Si jamais on commence à regarder le prix d'un opéra, si on commence à regarder le prix d'un festival, si on commence à regarder le prix des caméras de vidéosurveillance, tout coûte cher. Mais la politique, c'est faire des choix et aller devant les électeurs et leur dire voilà les choix que nous vous proposons. Et ensuite, le peuple souverain vote, tranche et décide. C'est la raison pour laquelle ça a été un combat culturel, vraiment. Ça a été une campagne électorale classique, mais à l'occasion desquelles nous avons eu une véritable bataille culturelle au sens noble du terme, avec parfois des opposants qui étaient des gens, entre guillemets, qui partageaient notre philosophie politique. Et il a fallu effectivement aller stimuler la réflexion et on a pu voir parfois des chefs d'entreprise venir défendre l'idée de la gratuité. On était à front renversé. On avait des syndicalistes qui étaient hostiles, on avait des chefs d'entreprise qui étaient plutôt favorables. Et finalement, c'est assez stimulant, il y avait de l'émulation intellectuelle lorsque nous avons abordé ce sujet. Ça me permet d'évoquer et d'apporter des réponses précises aux questions que vous avez posées ce matin d'abord. Ce matin a été évoquée la question, la place des collectivités territoriales aux côtés des AOM. Je vais y revenir. Je suis élu au Conseil régional. La région Languedoc-Roussillon hier, la région Occitanie aujourd'hui, est aux côtés des intercommunalités qui investissent dans le tramway. Par exemple, lorsque la métropole de Montpellier, à l'époque agglomération, crée la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la région Languedoc-Roussillon est à ses côtés. Lorsque la métropole de Montpellier crée la ligne 5 et veut prolonger la ligne 1, la région Occitanie est à ses côtés, ce qui permet de dire qu'effectivement les collectivités territoriales peuvent venir indirectement soutenir la gratuité en finançant et en cofinançant l'investissement. Parce que l'enjeu majeur sur ce débat de la gratuité, c'est attention, si vous faites la gratuité, il ne faut pas que la gratuité vienne porter tort ou que l'argent mis sur la gratuité ne permette pas de continuer à tisser le réseau. Et en l'occurrence, quand vous avez des collectivités territoriales à vos côtés, la région en est une, mais il peut y avoir d'autres financeurs possibles. De mon point de vue, il faut que l'État et il faut que l'Union européenne, qui sont souvent dans des injonctions à l'égard des collectivités territoriales, à l'égard des pays, mettez en place des ZFE, luttez contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, on dit chiche à l'État. Vous mettez en place un plan de relance, venez soutenir l'investissement que font les collectivités locales, en particulier dans le transport urbain et dans les collectivités qui veulent mettre en place la gratuité. Et nous pouvons demander la même chose à l'Union européenne dans le cadre du CPER, par exemple. Ça, c'est pour l'investissement. Concernant le fonctionnement, il y a 2 ou 3 pistes qui sont connues de tous et de toutes. C'est le déplafonnement du versement mobilité. Le déplafonnement du versement mobilité est un débat qu'il faut avoir et nous l'aurons au Parlement dans les prochaines semaines. Le deuxième sujet, c'est l'abaissement du seuil à partir duquel une entreprise est assujettie au versement mobilité, passer de 11 à 9. Alors, je sais très bien qu'on va m'opposer, que nous sommes dans une période difficile pour le monde de l'entreprise, que nous sortons d'une crise sanitaire, économique et sociale. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment, mais il faut commencer à avoir le débat pour que ce débat mûrisse et mature dans l'esprit du législateur. Troisième sujet
troisième piste qui est envisageable, c'est le fait de dire demain, lorsqu'on met en place la gratuité généralisée pour tout le monde, il faut absolument qu'il puisse y avoir le maintien du versement de la part de l'employeur à l'AOM qui, justement, met en place la gratuité, parce que ça permet de financer une partie de cette gratuité. Mais je vais cette fois-ci conclure sur l'aspect juridique. Je suis sénateur, et comme vous le savez, tous les sénateurs sont particulièrement attentifs, attachés, mais les parlementaires de manière générale, parce que avant de devenir député ou avant de devenir sénateur, vous avez nécessairement eu un mandat local, ou souvent vous avez eu un mandat local. Ce que nous apprécions par-dessus tout, et il y a un talisman que nous défendons tous et toutes, quels que soient nos partis politiques, quelles que soient nos familles politiques, c'est la libre administration des collectivités territoriales, la souveraineté des collectivités territoriales. Et donc nous disons à l'État qui est systématiquement dans un discours qui est parfois paradoxal, voire même schizophrène. En France, l'État passe son temps à dire décentralisation, confiance en direction des collectivités territoriales, droit à l'expérimentation, droit à la différenciation. Et nous, on dit, chiche, laissez les collectivités expérimenter, laissez les collectivités se différencier, et pour pouvoir expérimenter et se différencier, les collectivités ont besoin de ressources. Et si l'État n'est pas capable de verser ces ressources aux collectivités locales, qu'on laisse les collectivités aller chercher elles-mêmes les marges de manœuvre budgétaires. Donc, dans quelques jours, nous allons avoir un débat au Sénat qui arrive et dans lequel Guillaume Gontard et moi-même prendrons une part active. C'est le débat autour du projet de loi sur la lutte contre le dérèglement climatique et pour le renforcement de la résilience. Et puis, nous aurons au mois de juillet le fameux projet de loi qui arrive sur le projet de loi différenciation, déconcentration et décentralisation. Ce sera une deuxième occasion de porter ce débat au niveau parlementaire, au niveau sénatorial, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat qui a fait son chemin. Et quand vous parlez tout à l'heure d'un débat national, moi j'ai envie de vous dire que c'est un débat international. Il y a quelques mois de cela, j'étais à Châteauroux et j'ai pu écouter lors des rencontres nationales du transport public des témoignages venus d'autres pays européens. Lorsque je regarde aujourd'hui la situation de certaines communes et de certaines villes en Allemagne et que je vois les injonctions qui sont faites par l'Union européenne sur le gouvernement fédéral allemand en disant « mais vous devriez peut-être prendre des mesures » et où le gouvernement fédéral allemand est conduit à dire « mais peut-être que nous allons expérimenter la gratuité dans 5 ou 6 communes en Allemagne ». Cela me conduit à dire que le débat, il n'est plus seulement français, c'est un débat qui est aujourd'hui devenu européen, voire international, et ce que nous faisons ici, ce que d'autres ont fait depuis une dizaine d'années, nous permet d'aller dans le bon sens, et je suis persuadé que nos camarades communistes à l'Assemblée nationale vont aussi contribuer à alimenter, comme ils le font à travers le dépôt d'une proposition de loi. Quand vous déposez une proposition de loi, c'est un acte politique, c'est que vous êtes là pour participer à ce débat politique, vous êtes là pour faire maturer et mûrir les consciences et qui permettront justement d'aboutir, une fois qu'une convergence de vues, qu'une fois que des majorités d'idées se seront structurées autour d'une idée et qui est aujourd'hui largement partagée. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Merci beaucoup, on reviendra par la suite. J'aurai un certain nombre de questions pour vous. Monsieur Gontard, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce rapport, ce fameux rapport? Et oui, au-delà, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Moi aussi, très, très heureux d'être ici et de cette invitation. En plus, ça m'a permis justement de me replonger dans le rapport, puisqu'il date de, je ne sais plus, 1 an et demi, 2 ans. Donc, mais ce qu'a dit Hussein Bourgi, qui a d'ailleurs, je trouve, très bien résumé la situation, c'est vrai que c'est une bataille culturelle. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti quand on a travaillé sur cette question-là au Sénat et quand on avait décidé justement de se dire c'est le bon moment, il faut qu'on mette ce sujet au milieu de la table. C'était avant les élections municipales, donc il y avait aussi de se dire il faut qu'on puisse donner des éléments parce qu'on savait que ce sujet-là, cette question de la gratuité en général, parce que quand on pose le mot gratuité, forcément, ça pose question et on a souvent des retours, mais la gratuité aussi des transports et d'imaginer le transport justement comme un bien commun, comme quelque chose qui soit accessible à tous. C'est vrai que c'était un vrai débat. Et donc ce rapport, en fait, parce que c'est un rapport sénatorial où on est partagé politiquement, etc. Donc il s'est pas voulu, et de toute façon c'était pas le but, c'était pas d'avoir un rapport, je dirais, pro-gratuité ou anti-gratuité en ayant, je dirais, des orientations, mais plutôt de prendre de la hauteur et de se dire, voilà, regardons justement calmement, clairement sur les faits, comment ça fonctionne, comment ça peut fonctionner dans une trentaine de villes ou de collectivités en France, comment
à l'étranger, on a des exemples. Comment aussi, on a des exemples plus, je dirais, plus négatifs, notamment l'étranger des États-Unis avec des retours en arrière, et d'essayer d'analyser en fait toutes ces données-là, d'essayer de voir aussi sur beaucoup d'idées reçues qu'on pouvait avoir sur notamment le report modal, de s'apercevoir que c'est vrai que souvent on nous a dit mais attention, avec la gratuité, les gens qui font du vélo, qui font de la marche à pied vont arrêter de marcher et de faire du vélo. Déjà, il y a une chose, c'est qu'il n'y a aucune étude claire et précise qui atteste ça. Donc ça, c'était déjà une donnée. Et de s'apercevoir quand même sur les lieux où il y a la gratuité totale, mais où elle était partielle avec de la tarification sociale, mais même avec des abonnements, on n'a pas ce phénomène-là, et qu'au contraire, si on regarde dans toutes les villes, c'est surtout, notamment sur la question du vélo, l'aménagement des villes, ce qu'on pu faire en termes d'aménagement, qui ont fait qu'on a boosté justement l'usage du vélo, ou la piétonisation qui fait qu'on va plus se déplacer à pied. Donc, et c'est pour ça qu'en fait aussi l'idée était de dire, clairement, et c'est ce qui avait été rappelé par le maire de Dunkerque, c'est qu'il faut raisonner global, et que la gratuité, c'est un outil qui s'intègre dans toute une politique de déplacement, des mobilités, et qui va avec l'aménagement de la ville, l'aménagement piéton, l'aménagement en termes de pistes cyclables. La question, ça a été aussi évoqué ce matin, du stationnement. Et voilà, c'est un outil et une pensée globale. Et puis peut-être quand même une réflexion sur ce terme gratuité souvent qui peut faire peur, et sur le fait de dire non, c'est évident, il faut payer notre transport. Ça a été rappelé aussi ce matin, quand on prend sa voiture et sauf sur les circuits à péage, mais quand on prend une route départementale, on ne paye pas, et pourtant elle est entretenue, elle est déneigée, etc. Quand on se promène dans la ville, la rue est éclairée, et on ne se pose pas la question de justement qui paye, c'est la collectivité, et c'est ce qui est offert par la collectivité, et c'est un bien commun. Et ça me permet de venir sur quand même une phrase que j'aime bien, une réflexion qui avait été faite par Albert Jacquard, qui se disait que quand il se promenait dans Paris tranquillement, et qu'il pouvait se promener, que ça soit en piéton ou que ça soit en voiture, et qu'il pouvait arriver à se déplacer, il disait en fait si je peux le faire, c'est justement parce qu'il y a des gens qui sont sous terre et qui vont prendre les transports en commun, qui vont prendre le métro, et c'est en fait grâce à eux que je peux avoir cet espace public beaucoup plus libre et beaucoup plus agréable. Et donc lui, il inversait totalement les choses, et il dit en fait c'est peut-être plutôt ces gens-là qu'il faudrait payer en fait, et qu'il faudrait avoir quelque chose plutôt d'une participation négative sur le fait d'aller prendre les transports en commun et d'aller, pour le cas de Paris, d'aller prendre le métro, parce que ils apportent vraiment quelque chose sur le fonctionnement général de la ville. Donc je trouvais que c'était assez intéressant comme remarque qu'il pouvait faire, et de manière d'appréhender justement cette question de la gratuité. L'autre aspect, c'est sur le fait que, en fait, c'est tout simplement un choix politique. Et je pense qu'en fait, il faut revenir à ça, c'est de se dire, oui, une collectivité va réfléchir à ses modes de déplacement, à sa façon d'agir sur les déplacements, à comment on peut favoriser des gens à prendre les transports, à utiliser le vélo, à utiliser le cheminement piéton, à plutôt délaisser la voiture individuelle. Et à partir de ça, c'est des choix politiques, des orientations, alors bien sûr avec l'histoire de chaque territoire, et cette volonté politique. Mais de la même manière, quand on décide de faire, un stade de foot, un opéra ou quoi que ce soit d'autre, à un moment donné, la collectivité décide de faire ça, et décide de mettre de l'argent sur cet équipement et pas sur un autre. Il y a des choix et des arbitrages qui sont faits. Donc je pense qu'il faut le revoir aussi de cette manière-là, et de se dire, si cet outil gratuité, il est intéressant, il permet justement de diminuer, ça a été expliqué encore par le maire de Dunkerque ce matin, l'usage de la voiture, que ça permet de booster l'efficacité du service qui est mis en place, que ça permet de créer du lien social. Oui, du coup, il faut mettre en œuvre, et du coup, ce choix politique, il doit se concrétiser par des financements et par une mise en place. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir, parce que moi, je vois que sur le rapport et sur toutes les auditions, c'est vrai qu'on, je dirais ceux qui étaient plutôt opposés à la gratuité, vous nous enlevez un peu ce choix, comme si c'était quelque chose qui n'était pas normal de choisir cette option-là, alors que c'est une option qui, pour le coup, et c'est ce qu'on a vu aussi, dans les territoires, et ça a été dit qu'il ne faut pas transformer la France avec une vision que parisienne ou que lyonnaise, je vais dire, avec des réseaux très, très denses, parce qu'il y a plein d'autres réseaux de ce type-là. Mais
une des problématiques sur Paris ou sur Lyon, c'est justement le fait qu'en fait, l'inconvénient de la gratuité, c'est que ça fonctionne. Et donc, du coup, au contraire, on sait qu'on va booster l'utilisation du transport en commun, et que c'est sûr que sur ces villes où on a des transports qui sont déjà saturés, la question est plutôt de la priorité, et donc là, pour le coup, plutôt de la priorité en termes d'offres. Mais du coup, voilà, ne pas inverser les choses. Sur les pistes de financement, peut-être revenir, ça a été redit ce matin, mais on a 3 types de financement en France et une particularité très française avec le versement mobilité, enfin le versement transport qui est venu, versement mobilité avec la loi mobilité, qui est la première source de financement et qui est vraiment une exception française. Je le dis parce que ça aura son importance dans ce que je dirai juste après. Il y a bien sûr la billetterie et les usagers, et puis il y a les subventions publiques des collectivités, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit la région, que ce soit directement les métropoles, les intercommunalités ou les communes, et puis les subventions d'État. Mais c'est vrai que cette question du versement mobilité, c'est un vrai sujet de discussion en termes de financement. Ça a été abordé, la question du déplafonnement, hein, puisqu'actuellement on a des taux maximum et donc les collectivités ne peuvent pas utiliser comme elles le souhaiteraient en fait ce versement mobilité. Donc c'est vrai qu'une des pistes, c'est de pouvoir déplafonner ce versement. Il y a aussi, et ça a été évoqué ce matin, sur la question du gain puisque s'il y a gratuité, il n'y a plus de forfait mobilité payé par les entreprises, et donc de pouvoir réintégrer en fait, et du coup au moins d'arriver à la neutralité sur le coût de l'entreprise, ça peut être un moyen. Il y a ce qui est proposé dans la loi, mais je laisserai mon collègue député le parler, qui est effectivement de rabaisser, puisqu'actuellement sur le forfait mobilité, c'est les entreprises de plus de 11 salariés, et donc de baisser le nombre de salariés auxquels les entreprises participeraient, et notamment la proposition qui a été faite était sur 9 salariés. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être importants. Et c'est vrai que sur cette question du forfait mobilité, moi, ce que je me suis aperçu quand on a fait le rapport, un des éléments vraiment centraux et qui revenait tout le temps, et qui est même franchement une peur et une crainte de beaucoup de politiques et qui travaillent sur cette question-là, c'est de dire surtout ne touchez pas à ça, ne faites pas la gratuité, parce que sinon on va revenir, les entreprises vont vouloir revenir sur la question du forfait mobilité. Et donc c'est vraiment une crainte très forte, notamment via le MEDEF, de dire ne donnez pas une possibilité au MEDEF de pouvoir revenir sur cette question du versement mobilité. Ça peut s'entendre quelque part, sauf qu'en fait, en réalité, déjà, heureusement, c'est pas le MEDEF qui décide et qu'on est encore là en tant que politique, pour pouvoir décider effectivement de la mise en place de ce versement mobilité. Et puis surtout, nous, on avait reçu le MEDEF, effectivement, qui ont eu ces discours-là, mais quand en fait on rencontre l'ensemble des entreprises, et ça a été encore dit aussi ce matin, c'est pas du tout le retour qu'on a. Qu'est-ce que souhaitent les entreprises? Elles souhaitent au contraire avoir un fonctionnement de transport adapté, que la gratuité peut être vraiment attractif en termes on l'a vu que ça pouvait être attractif pour une collectivité avec des gens qui vont venir s'installer parce que justement il y a la gratuité, mais aussi attractif pour l'entreprise, et qu'une entreprise qu'elle souhaite, c'est que ses salariés puissent venir travailler, puissent mettre le moins de temps possible pour se rendre à leur travail par rapport à leur domicile. Et d'ailleurs, si on regarde toutes les anciennes entreprises industrielles, que ce soit Michelin, etc., dans leur installation, leur réflexion, elles avaient la question du transport, elles avaient même des flottes de transport pour aller chercher leurs salariés, et c'était intégré. Donc il y a un vrai intérêt de toute façon pour les entreprises pour avoir cette offre de transport. Il y a un autre exemple, moi je suis sur Grenoble, on a des grandes entreprises, et je pense notamment à Schneider qui au contraire a mis en place tout un système à la fois de prêts ou même de dons, de mise à disposition de vélos gratuitement, des services d'autopartage. Donc c'est l'entreprise même elle tout seule qui a organisé aussi cette question des mobilités, parce qu'ils savent que si à la fois ils veulent garder leurs salariés, ils ont intérêt à faciliter ces transports. Donc je pense qu'il faut s'enlever de cette idée que
comment on pourrait augmenter ce versement transport, que ça va être un blocus total de la part des entreprises. Bien sûr, elles seront exigeantes et elles voudront qu'il y ait un réel service, et c'est pour ça que ce n'est pas que la gratuité, c'est la gratuité et l'ensemble du service qui peut être intégré. Mais je pense qu'il faut en tout cas s'enlever cette idée, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui était vraiment très fort quand on a fait le rapport. Après, on a d'autres ressources nouvelles sur lesquelles on pourrait réfléchir. Il a été parlé des ZFE, mais ça peut permettre de parler de la question du péage urbain, sur lequel on a des exemples dans certaines villes, et notamment villes européennes, avec bien sûr des problématiques sur le péage urbain, puisque la problématique à la fois sur la question urbain, rural ou périurbain, est de dire, voilà, en fait, on va concentrer les services au même endroit, et puis il y en a qui n'auront pas, il y en a qui auront les services en plus gratuits, et puis les autres qui devront payer. Donc il y a cette attention à avoir. Mais d'un autre côté, la question du péage urbain peut très bien justement aller et se compléter avec la gratuité, puisque en face justement du péage urbain, de la participation à des véhicules plus polluants, à condition que tout soit organisé pour et qu'il y ait la gratuité derrière, ça peut être un complément en tout cas intéressant, avec toujours cette réflexion sur la fracture territoriale, sur lequel je pense qu'il faut, ça faisait partie aussi des recommandations de notre rapport. Ensuite, il y avait dans les éléments qu'on avait pu soulever dans le rapport sur le financement, il y avait aussi une réflexion sur la taxe sur les plus-values immobilières. Puisque c'est vrai que quand on aménage et quand on fait un réseau, forcément, on va donner de la valeur à du foncier, à une valeur immobilière, et qui peut être assez forte. Et donc, l'idée, c'est de taxer en fait cette plus-value, soit latente, soit après coup, sur la plus-value qui peut être fait liée à l'aménagement. Donc il y a des exemples, notamment Taïwan qui a intégré ça, mais il y a des exemples assez intéressants. Et c'est des choses qui avaient déjà été votées et intégrées par le législateur, puisque notamment dans le texte sur le Grand Paris, je crois que c'était en 2010, ça avait été intégré, la possibilité justement de taxer les plus-values foncières. Ça a été ensuite sorti dans la loi de finances, et ça a été également réintroduit, je crois, dans le Grenelle 2, mais également retiré après coup. En fait, ça n'a jamais été mis en place, retiré après coup dans la loi de finances. Mais en tout cas, c'est des choses. Il y a pour le coup un moyen de réflexion sur cette question-là. Et puis ensuite, quand on a fait cette mission, on avait fait une sorte de sondage, une enquête par Internet. Et ce qui était intéressant, c'est que dans cette enquête, on a eu, je crois, on devait être à 10 500 réponses. Et je crois que c'était le record du Sénat sur ce type d'enquête. Et ce qui marquait aussi et qui montrait que quand on parle forcément, de la question des mobilités et de la question de la gratuité, on a un intérêt assez fou même de toute la population qui s'intéresse vraiment à ce sujet-là. Et par ce biais-là, on avait eu, alors il y avait des propositions de toutes sortes, mais il y avait des propositions qui avaient été aussi évoquées à la fois au niveau politique et puis sur des propositions citoyennes, ça a été évoqué ce matin sur la taxation des parkings et de centres commerciaux, qui est quelque chose aussi à réfléchir, parce qu'il y a une logique à pouvoir taxer ces parkings, notamment par rapport à ce qui peut se passer dans les centres-villes et le fait que ces centres commerciaux, forcément, ont vidé les centres-villes, et donc il y a la puissance publique à nécessité de réinvestir et de retravailler sur le fait de redynamiser ces centres-villes. Donc ça, c'était une piste. Il y avait aussi une réflexion et qui fait écho justement à la loi climat, puisque je sais qu'il va y avoir beaucoup d'amendements sur la publicité, et notamment sur la publicité des véhicules polluants, et de dire d'avoir une taxe sur la publicité justement des véhicules polluants, puisqu'on a du mal à interdire la publicité en tout cas, on verra dans les débats, mais ça pouvait être quelque chose d'aussi intéressant en termes à tous les niveaux, c'est de se dire comment on peut passer d'autres modes de déplacement moins polluants. Ça a été évoqué aussi sur l'augmentation des tarifs de stationnement avec toutes les problématiques que ça peut poser. Et puis aussi sur la question de la TVA, même si ce n'est pas directement sur la gratuité, mais il y a quand même cette question de pouvoir récupérer la TVA qui d'ailleurs juridiquement n'est pas encore très fiable. Une bonne nouvelle, j'en profite, puisque ça s'est passé en commission hier, la baisse de la TVA sur le transport en commun, en tout cas sur les transports par train, mais je crois que c'est sur les transports en commun, à 5,5 a été votée en commission au Sénat.
Ça ne veut pas dire que ça passera pour après, hein, parce que je pense qu'on va, on va encore avoir des discussions. Mais en tout cas, ça veut dire que le débat a eu lieu et que ça a été voté en commission. Donc c'est plutôt assez intéressant sur le développement des transports en commun. Donc voilà sur les mesures sur lesquelles on pourrait réfléchir. Et puis bien sûr, il y a comment aussi, au niveau de la fiscalité d'État, on peut financer la gratuité. Donc ça a été abordé à travers la TICPE et à travers taxe carbone, etc. Tout à l'heure, ce matin, ça a été évoqué sur la question de la taxe carbone et quand cette taxe a été mise en place, ou en tout cas une trajectoire a été mise en place et que ça a déclenché les gilets jaunes. Alors je ne sais pas si c'est que ça qui a déclenché les gilets jaunes, mais en tout cas ce qui est vrai, et ce qu'on avait vu, parce qu'on l'avait d'ailleurs vraiment signifié au Sénat sur les débats, c'est de dire, attention, c'est qu'en fait, qu'il y ait une taxe qui soit mise en place, une taxe écologique sur le carbone, pourquoi pas, mais elle ne pourra être que comprise s'il y a un retour, si cette taxe est clairement ciblée sur une action et sur un retour justement sur une question environnementale, ce qui n'avait absolument pas été fait. Et on se retrouve dans la situation où on est. Et donc là, il pourrait y avoir aussi cette réflexion de cibler directement, donc à travers la TICPE notamment, un financement sur les collectivités pour la mise en place, pour le développement des transports et des transports en commun, et du coup la gratuité. Ça, c'est une autre bonne nouvelle, puisqu'il y a aussi un amendement au Sénat. On avance au Sénat, en fait, qui est passé hier sur la question de la TICPE. Bon, c'était un amendement qui était déjà passé d'ailleurs les années d'avant, mais c'était de dire voilà comment on finance la transition écologique sur les territoires, et donc de cibler, et notamment là c'est 1 milliard d'euros sur l'ensemble des collectivités à travers les PCAET, les plans climat air énergie, de dire en fait c'est donc là notamment la proposition était de ces 10 euros par habitant sur les territoires qui sont en PCAET, justement pour leur permettre de mettre en œuvre en fait leur action, parce qu'on s'est aperçu que il suffisait pas d'avoir un PCAET, encore fallait-il mettre les choses en œuvre et donc d'avoir les moyens de mettre en œuvre. Ça c'est aussi quelque chose qui est passé. Je sais que pas certain que ça durera et que ça traversera les allers-retours parlementaires, la CMP, etc. Mais en tout cas, ça veut quand même dire qu'il y a déjà ces réflexions-là qui sont assez fortes. Donc voilà globalement, peut-être pas être plus long, et puis après on pourra peut-être échanger, mais c'était surtout dire que cette question du financement des transports, en fait, elle n'est pas liée à la gratuité. Elle est, et on s'en aperçoit sur Paris ou sur Lyon ou sur tous les grands transports, tous les grands réseaux. En fait, cette question est de la pérennisation du financement des transports, et notamment pour financer d'autres infrastructures, en fait, se pose déjà. Et encore une fois, c'est un choix politique. Et actuellement, notamment via l'AFIT, la manière, et on l'a vu notamment avec les Gilets jaunes, quand il y a eu la casse des radars et une baisse de la circulation, on a vu que l'AFIT, qui était financée en partie par les radars, il a fallu que l'État réabonde. Et donc, on a pour l'instant un système qui n'est pas pérenne pour financer ce fonds, qu'on pourrait appeler fonds transport. Et donc là, il y a vraiment à réfléchir pour justement pérenniser ce fonds pour l'ensemble des transports, parce que de toute façon, cette question va se poser. Elle se pose déjà en région parisienne, quand on prend la ligne 13 qui est sursaturée, on sait bien qu'il va falloir de toute façon investir sur l'offre, et que c'est une vraie problématique. Voilà rapidement et globalement, et puis laisser la place à mon collègue député. Merci beaucoup. Alors merci de ces différents rappels aussi un peu qu'on oublie souvent, c'est qu'en France concrètement les transports collectifs urbains, quel que soit le réseau qui soit payant ou gratuit, finalement les usagers ne payent pas grand-chose, parce qu'on a rarement des réseaux qui dépassent les 20%, les recettes d'usagers qui dépassent les 20% du coût total. Donc il faut quand même le rappeler sur le fait que ce problème de financement, c'est pas un problème des réseaux gratuits, c'est un problème de manière générale, et encore plus dans le contexte actuel, où on a du mal à un peu anticiper les conséquences du Covid, et à long terme, et que finalement là où ça va se poser sur les réseaux gratuits, ça se pose à peu près de partout. Et donc merci aussi de toutes ces propositions. Donc effectivement, il y en a plein, et on reviendra là-dessus parce que voilà, je pense qu'il y a pas mal de discussions à avoir sur ces différents instruments possibles.
du coup, je donne la parole à Monsieur Lecoq. Donc, comment vous réagissez déjà à tout ce qui a été dit, et puis un petit peu, qu'est-ce que vous avez porté dans votre proposition de loi comme outil? Et puis, qu'est-ce que c'est devenu ce texte-là qui est sur le site de l'Assemblée nationale, mais elle a d'être que sur le site? D'abord, je suis très satisfait. C'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et c'est le fonctionnement du Parlement français. Merci de nous accueillir tous ici encore dans cette conférence annuelle de l'Observatoire, parce que ce qui était à une époque une utopie, grâce à ces réunions et grâce au travail qui est fait, on peut mesurer expérience après expérience que cette utopie peut devenir réalité, et que pour qu'elle devienne réalité, il suffit, ça a été répété plein de fois ce matin et cet après-midi, d'une volonté politique. Le mot est jeté, d'une volonté politique. C'est un choix de faire la gratuité du transport, c'est un choix de le développer, le transport en commun, c'est un choix d'aménager la ville pour demain, ça a été répété tout au long de la journée. Le groupe communiste et d'une manière générale notre axe militant porte maintenant de manière forte la gratuité des transports. Moi, j'ai mené une campagne municipale comme vous. Moi, je ne l'ai pas gagnée comme vous, mais je l'ai menée. Mon adversaire était un peu compliqué. C'était au Havre. Mais ça n'empêche que le sujet des transports en commun a envahi la campagne électorale. Alors après, ça a tellement envahi que ça l'a obligé à aborder la question du transport en commun dans son programme. Alors sous un autre angle, il a opposé gratuité à développement, gratuité à offre, mais ça, je pense que dans l'esprit des Havrais et des habitants de l'agglomération, ce chemin-là, il est engagé. De toute manière, il est engagé. Alors les députés communistes ont fait à 2 reprises en 2018 un dépôt de proposition de loi. Le premier, c'était sur le transport scolaire. Et on insiste, on est en pleine période électorale des cantonales et des régionales. L'école en France est gratuite, laïque et obligatoire. Pourquoi est-ce que l'accès à l'école ne serait pas gratuit? Parce qu'à un moment donné, c'est pas le tout de faire l'école gratuite, mais l'accès à l'école. Il y a des endroits où l'accès est simple, il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué. Et la première proposition de loi qu'on a déposée en 2018, c'était en janvier, je pense, c'était de dire, tous les lycéens, tous les collégiens, au niveau des primaires, ça se règle au niveau des villes, mais pas toujours simplement, l'accès doit être gratuit. C'était une première étape pour ceux qui n'osent pas y aller franchement. Commençons, on a proposé des étapes de faire l'accès gratuit. Moi, dans les élections au Havre, il y a un sujet, vous l'aviez peut-être aussi dans d'autres agglos, mais les classes dans les écoles primaires et maternelles, lorsqu'elles bougent en transport en commun, la ville, la communauté maintenant, leur offre 3 voyages gratuits. Et 3 voyages. Alors toutes les classes qui sont au centre-ville où il y a le muséum, le musée des Beaux-Arts, ils ne prennent pas le transport en commun. Donc eux, ils peuvent aller tout visiter dans l'année, y compris comme ils sont au bord de la mer, ils peuvent voir la mer. Et puis quand on est dans les quartiers périphériques, on a droit à 3 déplacements. C'est-à-dire, on ne peut pas les visiter toutes les expositions, on ne peut pas les visiter parce qu'on n'est pas à côté des lieux. Et on a dit, dans la campagne, on a dit, et si déjà, parce que comme on voyait qu'on avait en face de nous un adversaire politique qui ne voulait pas entendre parler de gratuité, il a un problème dogmatique là, sur ni des péages des ponts, de Normandie de Tancarville, enfin jamais, il ne faut jamais utiliser ce mot-là face à lui. Et donc on a mis ça déjà, on a dit voilà, ça ne coûtera pas très cher. D'autant qu'on a découvert dans cette campagne que des classes prenaient le tramway, comme ça. C'est-à-dire qu'avec des gamins, alors ça se voit pas, parce qu'ils ne pointent pas, mais ils pourraient avoir un papier ou quoi que ce soit. Donc on ne dit pas aux gamins, on prend en trichant. Mais quand même, alors qu'on pourrait avoir un dispositif qui éduque positivement, et on regarde l'axe positif. Mais moi, je comprends les instituts qui font ça, parce qu'à un moment donné, ils considèrent que, comme les parents ne peuvent pas payer le ticket dans ces quartiers-là, et les instituts prennent sur eux le fait de dire les enfants qu'on a dans nos classes ont droit, la notion de droit, qu'on a utilisée depuis ce matin, ont droit aussi d'avoir accès à la culture, ont droit aussi d'aller voir la mer, ont le droit aussi, etc. Et donc, que l'on réponde à un droit par le droit au transport, je pense que c'est vraiment quelque chose de fort. C'est une des phrases qu'on a utilisées beaucoup depuis ce matin. Donc, c'était cette première proposition de loi. Et puis, la deuxième proposition de loi, je vois qu'elle était à côté de mon collègue sénateur, et elle rentre plus
dans la dimension de la gratuité du transport et comment on accompagne, parce qu'en fait, aussi au niveau des députés, des sénateurs et du pouvoir, c'est-à-dire il y en a qui le font déjà. Donc on pourrait dire, bah, ça se fait déjà, il n'y a pas besoin de faire de loi, puisqu'il y en a qui ont réussi à le faire sans avoir de loi. Eh bien, nous, on pense qu'il faut accompagner ces dispositifs-là. Et donc, la proposition de loi aussi de 2018, à la fin de l'année, ça a été de proposer des axes de travail sur le financement pour accompagner le financement des autorités organisatrices de transport. On a travaillé, et comme quoi, tout à l'heure, la question, c'était de dire comment progresse une loi. Eh ben, je vais vous dire, elle a déjà progressé parce qu'il y a déjà 2 sénateurs qui ont fait référence aux propositions. Donc, vous voyez, une loi, elle est déposée, elle n'est pas encore présentée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et déjà, les idées qu'elle contient eh bien, avancent déjà et feront l'objet d'amendements des uns et des autres. Ça a déjà été le cas dans la loi sur le climat, mais voilà, c'est ça aussi une proposition de loi. J'ai expliqué tout à l'heure que notre groupe a droit à une fois dans l'année, ce qu'on appelle une niche parlementaire, de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale des propositions de loi. Quand tout se passe bien, on a droit à 5 ou 6. Enfin, on a le droit. On peut essayer d'en passer 5 ou 6. Et puis, parfois, la majorité présidentielle, dans certains cas, n'a pas envie que soit débattue, parce que ça les mettrait en difficulté, certaines lois. Et donc, ils utilisent la première ou la deuxième pour multiplier les amendements et faire en sorte qu'il n'y ait plus le temps, puisqu'on a droit qu'à une journée par an, en ce qui concerne mon groupe, qu'il n'y ait plus le temps de débattre les lois suivantes. Et donc, elles ont beau être inscrites à l'ordre du jour, et il n'y aura pas le temps, mais le temps matériel de les débattre. Il y a voilà, c'est un petit fonctionnement parlementaire que tout le monde ne connaît pas forcément, mais qui permet aussi de limiter l'espace démocratique dans notre pays, et en tout cas l'expression dans cet espace démocratique. Donc, nous, on a ces différents espaces de loi. On a proposé des financements à travers le versement transport aux entreprises à partir de 9 salariés. On a proposé un taux de versement transport à l'augmentation. On a proposé des pourcentages complémentaires sur la taxe sur les transactions financières, sur des taux très bas qui ne mettent pas en péril ceux qui vont devoir le payer, mais qui viennent compléter aussi le financement transport. Enfin, il y a une multitude comme ça de propositions. On a proposé de taxer. Alors nous, on n'est pas trop. Moi, je suis entouré de péages. Ouais, alors, dès que j'entends parler de péage, c'est viscéral chez moi. Je réagis contre. Alors c'est vrai. Vous voulez traverser le pont de Normandie, péage 5,50 € pour passer. Le pont de Tancarville, vous payez. Enfin, on est un peu entouré, quoi. Donc les péages urbains, c'est pas trop mon truc. J'ai l'impression déjà que je les ai, moi. Le parking payant, je l'ai déjà et c'est cher et c'est pas mon truc. Par contre, le fait de dire les grands hypermarchés qui ont des parkings, etc., qui prennent de la surface, tous ceux qui en centre-ville prennent beaucoup de surface parce qu'ils ne favorisent pas le transport en commun dans leur façon de gérer les choses, et qu'on dise que ces surfaces-là, on les taxe, parce que, et le maire de Dunkerque le disait avec talent ce matin, sur la surface qu'il a gagnée d'espace urbain, mais il y a des surfaces équivalentes de stationnement dans des espaces privés, ces surfaces de foncier sont neutralisées pour la voiture, quoi. Et si on peut les libérer, soit pour désimperméabiliser les sols dans certains cas, ce qui ne fera pas de mal dans nos villes, et de refaire des espaces rafraîchissants et naturels, soit pour faire autre chose. Il parlait ce matin de bureaux, etc. Donc il faut qu'on gagne ça, et donc de dire tous ces surparkings, on les taxe pour financer aussi le transport en commun, puisque ça limitera leur usage, et donc ils pourront être revalorisés derrière. Et puis c'est une incitation à. Parfois la taxe, c'est une incitation à faire. Moi, pourquoi je ne suis pas trop pour les péages urbains, je veux le dire, parce que j'ai vu un peu comment ça se passait à Londres, etc. Et à un moment donné, j'avais l'impression que la ville appartenait aux riches. L'accès facile, parce que le transport en commun, c'est pas toujours facile. Je voyais ce matin, et j'ai vu l'exemple avec la tulipe, je savais pas ce que c'était, mais j'ai compris, parce que là où le gars avec son fauteuil roulant a buté dans le tramway quand je suis venu jusque-là, c'était sur le truc au milieu. Et j'ai compris que ça devait être ça qu'on appelait la tulipe dans l'espace, et il avait eu du mal à rentrer, et je sais pas, mais en tout cas ça a été le cas, hein, sur la ligne 4, et de Montpellier, je dis ça pour... Je connais à Montpellier, je pense qu'aujourd'hui, dans cette organisation-là, il faut qu'on puisse faire avancer
les choses. J'ai perdu un petit peu le fil de mon propos. Donc voilà, la loi, elle est ainsi rédigée. Il y a plein de collègues sénateurs à développer des choses, il y a plein d'autres petites choses, mais elle a comme objectif justement cet accompagnement Alors après, le fonctionnement législatif, voilà, moi je suis membre du groupe le plus petit de l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit, une journée de niche parlementaire. Le projet de loi est déposé, il passera certainement jamais avant la fin de ce mandat-là, mais c'est pas grave, parce qu'il est déposé et il contribue au débat et à faire grandir les choses autour de cette question du transport gratuit. C'est sa vocation aussi. On dépose des lois pour faire avancer des sujets. Et je pense que les différentes expériences qui se mènent dans les différentes villes, moi j'ai repris encore, et je crois que c'est un peu comme ça que ça a fini ce matin avec dans le débat sur les... C'était Michael qui le disait, mais le fait de faire le transport gratuit, ça nous oblige à être courageux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement d'enjeux autour, la politique sociale, mais il y a tout autour. La vie économique de l'agglomération, les déplacements, la relation des uns avec les autres, le fait d'apaiser le transport. Voilà, on n'est plus dans la triche parce qu'on n'a pas les moyens, etc. On joue plus aux gendarmes et aux voleurs. Ça apaise les questions de violence, etc. Il y a tellement d'enjeux derrière les transports en commun et la gratuité des transports en commun que ça oblige les élus à relever les manches et à travailler. Et tous ceux qui n'entrent pas dans cette dynamique-là, et j'en connais un, c'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas justement avoir cette démarche courageuse, au moins d'étudier le sujet, au moins de le mettre en débat avec la population. Alors c'était compliqué là dans l'année qui vient de s'écouler, mais ça va s'améliorer, ce débat, au moins de porter ça. Et à travers ce prisme du transport en commun gratuit, c'est le modèle de société et c'est le climat et c'est quel projet on offre d'avenir pour la jeunesse. La jeunesse, elle est en train de... moi, j'ai rencontré une multitude d'étudiants dans différents types d'écoles, que ce soit médecine, d'ingénieurs, etc. Ils ont déjà intégré une approche qui démarre par la colocation, la coopération, le copartage, le co-développement. On n'achète plus d'outils pour soi, on les met en partage. On a les résidences futures, on va partager des services dans l'espace résidentiel, etc. Il y a un truc qui commence par c'est commun. Transport en commun. Les jeunes, ils ont intégré aussi cette dimension-là, en termes d'approche écologique. Il ne faudrait pas que l'on soit en retard sur cette évolution qui s'inscrit. Une évolution de société, ça commence par s'inscrire souvent dans la jeunesse. Et ce serait bête de prendre du retard et de les inciter à faire autrement que ce que leurs aspirations, presque naturelles, les invitent à faire. Et là, il y a un vrai défi pour les élus locaux, pour les élus nationaux, c'est de dire soyons à la disposition de notre jeunesse et mettons en place des dispositifs qui permettent qu'elle ait la vie qu'elle pense nécessaire et utile si on veut préserver les questions climatiques et préserver notre planète. Merci. Donc merci d'avoir rappelé un peu tout ce processus à l'Assemblée nationale pour faire avancer une loi, ou potentiellement au moins la présenter à l'Assemblée nationale. Dans le processus, j'ai oublié un truc. Il y a un autre moyen pour faire avancer une loi plus vite, c'est d'être dans la majorité. Ouais, et de plus déposer une proposition, mais un projet de loi. Donc si les gens veulent que ça aille plus vite, il suffit aux prochaines élections de changer de majorité. Et je referme la parenthèse. Oui. J'avais oublié. C'est le principal. Merci. Donc du coup, j'ai compris aussi l'importance de finalement en parler pour faire exister ces propositions-là et petit à petit les faire avancer. Donc on voit au final qu'il y a quand même beaucoup de propositions possibles, d'instruments possibles, qui impliquent ou non des changements dans la loi. Par contre, ce que j'ai du mal à voir un peu, c'est, parce qu'il y a pas mal de propositions qui ont été évoquées, savoir est-ce que ces propositions-là, elles ont été un peu évaluées au sens, est-ce qu'on sait combien ça va rapporter à peu près? Je prends juste l'exemple des péages urbains. On évoque beaucoup les péages urbains. Le problème, c'est qu'il y a un coût de mise en œuvre de péage urbain et qu'au final, le péage urbain n'est pas vraiment un outil de financement. C'est plutôt un outil de régulation, c'est-à-dire le but, c'est d'empêcher les gens d'accéder au centre avec la voiture, mais qu'au final, ce que ça rapporte, ça permet de payer les coûts, voire pas toujours.
Donc finalement, comme outil de financement, là, ça laisse à désirer. Et sur la taxation des plus-values foncières, ça c'est pareil. Donc effectivement, il y a eu des propositions, ça a déjà été dans la loi Grenelle 2. Ça existe à l'échelle internationale. Ce qu'on remarque dans tous les pays du monde, c'est que partout où c'est voté, c'est pratiquement jamais appliqué de manière concrète, parce que déjà il y a un coût politique à mettre ce type de taxe de manière concrète, qu'il y a un coût de mise en œuvre, parce que collecter l'impôt c'est pas coûteux, ça coûte de l'argent aussi, et que parfois il n'y a pas grand-chose à gagner. Et il se trouve que hier j'ai assisté à une présentation de quelqu'un du CEREMA qui avait essayé d'évaluer quel aurait été le produit ou le rendement de la taxe sur les plus-values autour des projets d'infrastructure par exemple, telle qu'elle avait été définie dans le Grenelle 2. Et en fait elle montrait qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ça et qu'au final c'est un peu peut-être une fausse idée. Donc ma question en fait de manière plus générale un peu à tous, c'est ces différentes options, est-ce qu'on a des idées un peu des ordres de grandeur des rendements à attendre? Parce que ça sert à rien de monter une usine à gaz pour récupérer des cacahuètes, pour faire simple. Est-ce qu'il y a eu des discussions un peu ou des évaluations sur finalement qui va vraiment payer ces taxes-là ou qui va être amené à payer finalement les transports collectifs urbains selon les options? Est-ce que aussi il peut y avoir des discussions sur les effets un peu néfastes? Parce que par exemple, taxer les plus-values foncières autour des projets d'infrastructure, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait geler complètement la situation du marché foncier, par exemple? Est-ce que vous avez eu ce genre de débat comment vous réagissez face à ces propositions-là ou à ces éléments-là sur, une fois qu'on a dit ça, comment on les hiérarchise, ces différents instruments? Et puis après, lesquels, aujourd'hui, a priori, pourraient passer dans le cadre d'une modification de la loi? Donc je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. Vous voulez commencer, M. Gontard? Ce ne sera pas une réponse. Hein. Si j'avais la réponse à tout, je serais... C'est pas facile la question. Mais... non, déjà dire que sur les propositions nous qu'on avait fait dans le rapport de financement qui n'étaient pas des propositions, qui étaient des choses qu'on avait évoquées, et en fait volontairement pour aussi des raisons politiques, parce que dans toutes les pistes que j'ai évoquées, notamment la question du péage urbain qui pose beaucoup de questions sociales, etc. Et ce qui est vrai aussi, c'est que en fait le but du péage urbain, et si on veut qu'il fonctionne, c'est en fait justement, c'est qu'il ne rapporte pas, quoi. Enfin, le bout du bout, c'est ça, quoi. Donc c'est sûr que c'est plutôt déjà un élément de régulation et de changement de moyens de transport que réellement un moyen de financer, quoi. Alors bien sûr qu'il y a une phase de financement forcément, puisqu'au début, mais pour revenir sur le rapport, c'est vrai qu'on n'a pas chiffré, on n'était pas allé dans la précision du chiffrage, parce que volontairement, comme on n'était pas tous d'accord sur les différents modes de financement, on en est resté à une évocation et en disant que justement, et c'est une préconisation d'ailleurs du rapport, de dire il faudra creuser justement et il faudra préciser. Sur la question de la plus-value financière quand même, enfin de la plus-value foncière, pardon, effectivement, suivant les endroits où ça se fait, on a eu quand même des retours assez différents. Je donnais l'exemple de Taïwan parce que je crois que là, ça s'est plutôt mis en place. Que c'est vrai que c'est pas un financement de toute façon qui est énorme, quoi qu'il en soit. Je veux dire, suivant et qui est, c'est vrai, ça c'est revenu, qui est compliqué à mettre en place, quoi. À la fois politiquement, à la fois administrativement et par rapport à ce que ça peut globalement rapporter. Cela dit, je trouve que politiquement, il y a aussi du sens, quoi, parce que c'est vrai que c'est quand même avec l'argent de la collectivité que du coup un terrain va prendre de la valeur. Donc il y a aussi une logique du coup de taxer cette plus-value. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple. Après il y a d'autres aspects que j'ai pas évoqués, mais qui pourraient qu'on avait évoqués. Pour le coup, c'était aussi une loi avec les communistes quand j'étais rattaché au groupe CRCE au Sénat il y a 3 ans, qui était sur la nationalisation des concessions d'autoroutes. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que à travers, alors il y a déjà des financements qui sont prévus sur les concessionnaires d'autoroutes qui vont justement à l'AFIT, mais on pourrait aller dans une réflexion sur la reprise en main sur ces concessions. On sait quand même qu'il y a des dividendes assez importants, même très importants, qui vont pas sur l'aménagement du territoire ou voilà, mais qui vont donc dans la poche des actionnaires. C'est vrai qu'avec une reprise en main, là, on pourrait avoir, pour le coup, un financement tout à fait
suffisant. Et qui pourrait être clairement redirigé, soit sur les territoires, mais en tout cas vraiment vers les questions de transport, avec toute cette logique-là, quoi. C'est-à-dire que ça vient financer, c'est l'autoroute via les péages qui vient justement financer les infrastructures sur le transport en commun. Donc là, par contre, on sait que réellement, c'est quelque chose qui demande une volonté politique, mais qui est tout à fait faisable, hein, puisqu'on arrive quand même sur beaucoup de concessions d'autoroutes au bout. Hein, je crois que les premières, c'est dans moins de 10 ans, on nous a promis, enfin le gouvernement a promis de dire qu'il y aurait une réflexion sur cette reprise, qu'en tout cas, on n'aurait pas les mêmes contrats, mais on sait très bien qu'au bout du compte, si on reste dans ce système-là, c'est toujours les concessionnaires, Vinci, etc., qui ont raison. Et donc, si on ne remet pas tout à plat et qu'on ne repart pas sur une nationalisation, on n'y arrivera pas et on passe, pour le coup, à côté d'un vrai moyen de financement. Donc ça, c'est des éléments, en tout cas, qui peuvent être assez concrets et efficaces à mettre en place. Après, après sur les autres éléments que j'ai pu citer, sur les différentes taxes, notamment sur la taxe sur les espaces de stationnement dans les surfaces commerciales, pareil, c'est pas chiffré précisément, mais ça a aussi un intérêt autre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi, je dirais, aussi un juste retour des choses, parce que ça permet de financer redynamiser des centres-villes, etc. Donc il y a aussi une logique là-dedans, dans cette panoplie en fait d'éléments qu'on peut avoir. Et puis pour finir, ce que je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai que ce qui a été dit ce matin, mais qui est particulièrement vrai sur le fait d'avoir une vraie réflexion globale sur cette question du financement, et que c'est pas juste comment je paye au jour le jour et même à l'échelle de ma collectivité, mais c'est aussi de manière plus générale ce que ça génère, quoi. C'est-à-dire que quand on agit sur la gratuité et que du coup on va motiver des gens à prendre des transports en commun, à laisser leur voiture individuelle, et donc on a une vraie action sur la question par exemple de la pollution, on a un impact financier au sens global qui est énorme. Si on reprend la question de la pollution, c'est 100 000 morts par an, c'est l'équivalent du Covid. Donc si, je veux dire, on l'inverse, et quand on voit tout ce qu'on a pu mettre en place via, et heureusement d'ailleurs, mais via le Covid, je veux dire, sur cette urgence à la fois climatique et en termes de pollution, on sait que on a tout intérêt à y aller, parce que c'est un coût de toute façon pour la société, en termes de santé, en termes de donc et puis rien qu'en termes de bien-être. Donc il y a aussi cette réflexion-là beaucoup plus globale à avoir que juste de dire comment on le paye. Et c'est pour ça qu'on revient au début sur un vrai choix politique face aux urgences qui sont en face de nous. Merci. Madame Fraîche. Oui, c'est gentil. Je voudrais peut-être moins m'exprimer effectivement sur la pertinence des pistes de financement, en fait, que sur la question plus globale du choix de société. Aujourd'hui, on l'a vu avec la crise sanitaire, le développement, l'engouement pour le vélo, un transport individuel, l'engouement pour la livraison, le e-commerce, le drive, une espèce de société portée sur l'individualisme, alors que finalement la gratuité, c'est un choix de société, c'est un choix pour le collectif, pour le transport collectif, pour le bien commun. C'est aujourd'hui l'émergence de doctrines sur la démobilité, comme si finalement le fait de ne pas se déplacer était quelque chose de positif. Alors qu'on le sait aujourd'hui, plus on se déplace, plus on a de chances de trouver de l'emploi. 30% aujourd'hui le coût du déplacement dans le budget d'un ménage. Donc il y a un vrai choix. Pourquoi aujourd'hui, moi je rejoins et je souscris à 100% sur ce qu'a dit le député Lecoq sur le fait que c'était un choix politique. On n'arrivera jamais à évaluer une mesure en disant tiens, c'est la plus-value immobilière qui va résoudre l'équation de l'économie des transports. Non, ça j'y crois pas. Par contre, aujourd'hui, les questions qu'on pose sur la gratuité, en fait, impliquent un changement de paradigme. Un cas très concret, nous, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, à la suite et à l'issue du premier confinement, l'ancienne majorité avait rendu les parkings gratuits, 2 heures de gratuité des parkings chaque jour. Le coût de cette mesure était évalué exactement le même coût que la première phase de gratuité le week-end. Mais on n'a pas posé la question à l'ancienne majorité de l'impact financier de cette gratuité des parkings. Pas un journaliste, alors que nous, on a été, l'actuel président, Michael Delafosse, a été littéralement harcelé sur comment allez-vous financer ça. Alors que finalement, le coût de la gratuité, 1,2 million,
Voilà ce que nous coûte la première étape de la gratuité le week-end, exactement la même chose que sur la gratuité des parkings. Mais on n'a pas posé la question. En fait, la question du financement, c'est juste la question de quelle société on veut. Aujourd'hui, pourquoi le gouvernement actuel ne défend pas la gratuité des transports? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que c'est un gouvernement libéral, voilà, et qu'en fait, ils sont de manière dogmatique contre la gratuité. Et nous, en fait, et je sais qu'effectivement, il y a une pluralité politique au service de la gratuité, et c'est tant mieux, mais par contre, parce que finalement, on défend le bien commun et on défend le collectif. Et je trouve que c'est encore plus important, après cette crise sanitaire, de défendre le collectif. J'ai rien contre le vélo, c'est très bien. Mais pourquoi le vélo, le transport individuel, devrait être plus défendu que le tramway? Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat sur la concurrence entre les modes. Le vélo, c'est parfait. Le tramway, c'est parfait. En fait, l'enjeu, c'est de réduire la place de la voiture. Parce que la voiture, elle coûte cher. C'est 6 063 € ce que coûte une voiture à un ménage chaque année. Elle prend de la place. Et la question des pistes de financement, d'ailleurs, sur les parkings est très intéressante, parce que nous, on travaille aujourd'hui à la question du foisonnement avec les surfaces commerciales, mais avec les grands groupes aussi qui sont fermés sur eux-mêmes et qui ont leur propre système de transport, de navettes privées pour aller chercher leurs salariés jusqu'à leur... voilà, bon, ça aussi, il faut lutter contre ces phénomènes de repli, d'ailleurs, aussi bien dans le monde de l'entreprise. Bon. Ça, c'est fondamental. Pour nous, et c'est le choix qu'on a fait à Montpellier, c'est de trouver le bon mode au bon endroit. Que ce soit la gratuité des bus, la gratuité des tramways, mais on ne fait pas que la gratuité des bus et la gratuité des tramways. On mène une expérimentation sur le covoiturage. Aujourd'hui, un covoitureur, il est financé 2 € par trajet. Et les personnes qui sont dans le covoiturage, elles, ont leur trajet gratuit. Ce qui fait qu'un covoitureur, s'il covoiture 4 jours par semaine sur le mois, il a un gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 300 €. Et donc, systématiquement, on essaie de construire toujours nos dispositifs de lutte contre l'autosolisme. Pas pour le transport individuel, le vélo, pour le tramway ou pour le bus, non. Juste pour réduire la voiture parce qu'elle coûte cher, elle pèse sur le budget des ménages, qu'elle pollue et qu'effectivement, elle engendre près de 78 000 morts. Je n'étais pas encore arrivé à 100 000, effectivement, dû à la mauvaise qualité de l'air. Mais nous, aujourd'hui, à Montpellier, on utilise aussi la gratuité pour renforcer le sentiment, le consentement à l'impôt. C'est pour ça aussi qu'on fait le choix, parce que aussi on est un territoire attractif, donc on a une fiscalité attractive. Mais pour nous, la gratuité, elle est aussi vécue comme un levier de gouvernance. Voilà. Mais ça sera exactement pareil sur la zone à faible émission. La zone à faible émission, attention, c'est un piège aussi. Évidemment qu'il faut enrayer, qu'il faut améliorer la qualité de l'air, mais pas au profit des plus modestes. Pas au profit de ceux, finalement, qui habitent dans les zones les moins denses. Donc la gratuité est une solution, mais la gratuité, c'est pas que le bus ou les tramways, c'est aussi le covoiturage, c'est aussi l'autopartage. Quand la solution de l'autopartage, finalement, s'équilibre financièrement dans les zones très denses, c'est bien. Mais nous, aujourd'hui, à la métropole de Montpellier, on réfléchit à subventionner l'autopartage dans les zones plus reculées, moins denses. Finalement, pour que la mobilité soit un droit universel, accessible à tous, mais il faut du coup défendre le bon mode au bon endroit. Et il ne faut pas être dogmatique, mais voilà. Et pour en revenir, et je voulais juste terminer sur la question du financement, peut-être que c'est plus un modèle de société, un choix de société, un choix politique, mais aussi le choix du collectif. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que l'individualisme, notamment en termes de mobilité et de transport, a pris beaucoup de place. Alors c'est évidemment engendré par la crise sanitaire, mais que du coup, on a une bataille culturelle aussi à mener de ce point de vue-là. Merci. Est-ce que M. Bourgui, M. Lecoq, vous voulez réagir ou pas du tout? Entre deux sénateurs, je vois bien. Moi, il y a la question du financement qui est posée, mais on n'a pas tout évalué, mais il y a des choses très faciles à évaluer. Par exemple, dans la proposition de loi qu'on fait, on propose de faire 0,2%, je crois, sur les transactions financières. Comme c'est déjà une perception d'impôt qui existe, on peut on multiplie par 0,2 ce qui est la base de ce que l'on prélève déjà pour l'aide au développement ou des dispositions comme ça, et c'est assez facile à chiffrer. C'est un peu moins facile sur par exemple sur les parkings, c'est un peu moins compliqué, on n'a pas fait l'étude, et le problème c'est que quand vous déposez une proposition de loi,
si elle n'est pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, vous ne disposez pas des moyens parlementaires, y compris pour approfondir à l'occasion de vos auditions, etc., les études. Vous n'en disposez pas. Et donc, voilà, c'est compliqué quand vous faites une proposition de loi. C'est plutôt une proposition d'idée, en fait, que l'on fait. On peut aborder, il y avait un pourcentage sur la TIPP, pareil, c'est assez facile, parce qu'on la connaît, la base de la TIPP en France, de la taxe. Mais voilà, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Moi, dans la proposition, on met aussi, et puis... parce que Maxime Huret avait travaillé aussi sur cette question-là, et je crois que c'était par rapport à Dunkerque, et donc on accompagne ça dans la proposition de loi, c'était les entreprises, soit elles financent déjà du transport, vous l'avez dit vous, y compris ici, donc elles ont un budget pour financer le transport de leurs travailleurs, soit elles accompagnent personnellement les travailleurs sur leur mobilité. Donc elles ont un budget aussi pour ça, et notamment certaines entreprises prennent la moitié de l'abonnement transport en commun. En financement. Et donc, nous, on dit, s'ils payent ça, le jour où on fait la gratuité des transports en commun, on les affranchit pas de financer ça. On prend cette somme-là, déjà proposée pour les déplacements, et on les intègre dans le budget de la gratuité. Vous voyez, on cherche en fait toutes les sources qui existent déjà. Des fois, il n'y a même pas à les inventer, il y a seulement à les mobiliser et à les réorienter. Moi, je voudrais aussi... il y avait la question du déplafonnement du transport, et ce matin, Michael en avait beaucoup parlé, c'était redonner le pouvoir localement. Laissez-nous décider localement du taux du versement transport, et libérez-nous. Alors là, c'est un modèle, c'est plus qu'un choix de société, c'est aussi un modèle démocratique. C'est que depuis des années, c'est totalement l'inverse qui se fait. C'est la libre administration, elle s'est écroulée. Étape après étape, fin de la taxe professionnelle, enfin les uns et les autres, chaque gouvernant, chaque chef d'État a, à fur et à mesure, retiré les leviers d'autonomie des territoires et des communes et des collectivités. Et on est arrivé quasiment à ne plus avoir de marge de manœuvre. Et donc, que les élus locaux réclament à nouveau de la marge de manœuvre, c'est sain, c'est bon. On a vécu l'expérience du fait de ne pas l'avoir, et donc de se retrouver à ne pas pouvoir porter de politique originale, ou pas, mais totalement adaptée au territoire. Puisque si vous n'avez plus la marge de manœuvre locale, vous ne pouvez plus porter une politique totalement arrimée au territoire. Moi, quand je suis venu à Montpellier hier, je me suis dit, mais pourquoi cette ville, qui, dans mon esprit, était considérée, et moi je la considérais comme une des plus attractives de France, de par l'augmentation régulière de sa population. Les étudiants, quand vous leur proposez d'aller une fac à l'extérieur de leur territoire, Montpellier, ça arrive en tête. Hein. C'est un espace qui leur va bien, hein, comme espace de vie, d'études, etc. Au niveau des médecins, quand vous discutez, Montpellier, c'est pas forcément la zone où on n'a pas envie d'aller. Non, mais je dirais même l'inverse. Et pourtant, les élus de Montpellier, qui ont déjà une image positive, décident de faire cette gratuité le week-end et d'aller vers la gratuité. Et ça va renforcer encore, je le dis comme ça, parce que ça va renforcer encore l'attractivité de leur territoire. Vraiment. Le transport gratuit renforce la dynamique territoriale, la dynamique économique, la dynamique touristique. Moi, j'ai souvent pris l'exemple, mais moi, quand je passe, je fais du parapente et ça m'arrive d'aller à Genève et autour, etc. Quand j'arrive à Genève, à l'hôtel, le premier truc qu'on commence à me donner, c'est une carte de transport gratuite de tout le Genevois. Je peux me déplacer dans la première chose qu'on me donne, donc comme quoi c'est quelque chose qui œuvre à l'attractivité, etc. Et donc, du coup, plutôt que de prendre un hébergement, je reste dans mon étape hôtel habituel, et parce que je sais que j'ai ma carte, et puis après, je peux me déplacer comme je veux dans le Genevois. Le transport gratuit, c'est aussi une façon de vivre derrière, et une façon d'apprécier la vie. Ça rend heureux, le transport gratuit. Je le dis comme ça, mais... c'est vraiment un espace, et les gens qui le prennent ou qui le découvrent, et de mener des expériences ici ou là. Mais c'est pour ça qu'ils ne veulent pas les mener, les expériences. Moi, j'ai suggéré, vous savez, on a fêté les 500 ans du Havre. 500 ans, quand même, c'est la fête, quoi. Il y avait des initiatives dans plein de quartiers, au centre-ville et tout ça. L'idée, c'était que les gens soient libres. Cette semaine-là, ce mois-là, quoi, ce jour-là, ce week-end-là, qui était le plus intense,
l'a proposé, Édouard Philippe, de mettre le transport gratuit à ce moment-là. Non. Et pourquoi non? Parce qu'il ne faut pas que les gens prennent goût à ça. Que disait le maire de Dunkerque ce matin? Il disait que quand il a interviewé la population, qu'il a dit qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas retirer? Les transports en commun gratuits. Parce qu'une fois que vous y avez goûté à cette vie-là, vous considérez qu'elle a du sens et qu'elle est bonne pour tout le monde, quoi. Et donc, c'est vraiment, on le redit, mais Julie l'a dit, mais l'enjeu politique qu'il y a derrière, l'enjeu de vie qu'il y a derrière est essentiel. Et je pense qu'il faut que... Et pourtant, dans la mise en œuvre, je serais tenté, il y a de droite et gauche. Hein. Il y a différentes façons il y a eu différentes forces politiques qui ont mis en œuvre, hein, Calais, etc. Il y en a eu différentes. Mais derrière le travail complet, il n'a pas forcément été fait de la même manière dans chacune des communes en termes justement de concept de vie et d'approche de la vie en ville, de la vie en agglomération, etc. Enfin, voilà, moi je pense qu'il faut continuer. Alors après, les sommes, je crois qu'on n'en est pas là. Sur le montant et comment, je le dis comme ça, hein, parce que d'abord la volonté politique, et une fois qu'il y a une volonté politique, je ne sais plus qui disait là où il y a une volonté, il y a un chemin, mais voilà, on trouvera le chemin. Du coup, il y en a quand même certaines qui supposent des modifications législatives, mais sur le versement mobilité, par exemple. Oui, le déplafonnement et le fait de ramener de 11 à 9. Mais bon, j'avais une question là-dessus, mais je ne vais pas l'aborder. Enfin, je vais la poser, mais on va prendre aussi les questions des gens, parce qu'il reste quand même 10 minutes. Mais j'avais juste une question, micro-question, pourquoi 9 ? Pourquoi 9 et pas 0 ou 1 ? En fait, on va poser la question, pourquoi 11 ? Parce qu'avant, c'était 9. Mais oui, et qu'à un moment donné, sous prétexte de réduire les charges, on ne parle pas de cotisation, d'efforts, de participation, etc., les charges. Sous prétexte de réduire les charges aux petites entreprises, on est passé de 9 à 11. Et ce genre d'approche, elle est souvent utilisée. Et donc, oui, on n'a pas inventé grand-chose. Si on a remis à 9, parce qu'on pense que cette base-là est historique, qui était la première, eh ben, revenons-y. Après, peut-être qu'on dira, mais on fait les choses progressivement. Pour des communistes, la proposition, elle n'est pas ultra révolutionnaire. Elle aurait pu, mais non. On est capable aussi de cheminer progressivement, et on pense que de revenir à ce qui était auparavant est déjà une première base. Y compris parce que ceux qui l'ont vécu, vous savez, il y a des gens, la suppression de la taxe professionnelle, il y a plein de gens qui nous ont dit on ne l'a jamais demandé. Hein. Le seul qui l'avait demandé, c'était Carlos Ghosn, je précise, chez Renault, en disant sur la Laguna, c'est 350 € par voiture. Hein. Et quand Sarkozy est venu au Havre, il lui a expliqué, et 3 jours après, il a annoncé la suppression de la TP. Donc, c'est vous dire que la réflexion, même Bercy, à cette époque, ne comprenait pas l'attitude du président de la République au moment où il a annoncé ça. Tout le monde était perdu. Et oui, parfois, là où il y a une volonté, une promesse ou comme ça, une discussion, ils ne cherchent pas à savoir. Mais nous, c'était seulement revenir, pourquoi 9, c'est seulement ça. Ok, merci. C'était juste, c'était même une question plus générale en fait, de pourquoi ce seuil de 9, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce seuil de 9 ou pas. On va juste passer peut-être aux questions en ligne s'il y en a. Et si les autres voulaient répondre à ça aussi, vous pouvez. Oui, nous avons une question d'Étienne Faugier qui se rapporte en fait finalement à la gratuité des transports urbains et interurbains d'autre part. Est-ce que donc la question de la gratuité des transports en commun s'applique à l'ensemble du territoire de la métropole ou bien uniquement dans l'hypercentre? Et dans ce cas, ne faudrait-il pas s'inquiéter de la perception dans les périphéries urbaines et rurales, entre les périphéries urbaines et rurales, de la gratuité des transports, vu comme un phénomène stricto-urbano-centré? C'est la question d'Étienne Faugier. Voilà, je laisse répondre. Il y a Monsieur Bourri. Julie d'abord et puis. Oui, merci. Alors aujourd'hui, la gratuité sur le nombre de téléchargements, parce que c'est aujourd'hui la manière dont on objective cette politique. Évidemment, les communes de la métropole dont les habitants ont le plus téléchargé le pass week-end gratuit sont les communes qui sont traversées par le tramway, donc soit des bouts de ligne et évidemment la ville centre. La structuration de la métropole de Montpellier est particulière dans la mesure où il y a une grande ville centre et ensuite il y a des villages ou des petites centralités qui évidemment irriguent un territoire qui n'est pas pertinent. C'est pour ça que ça me semble essentiel pour répondre à votre question de dire que pour nous, la gratuité est un levier de gouvernance.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une stratégie de multiplier des contrats de réciprocité avec toutes les intercommunalités qui, du fait de l'histoire intercommunale du bassin, se sont finalement construites de manière défensive vis-à-vis de la métropole de Montpellier. Et aujourd'hui, je crois vraiment que la gratuité rendra, et ça c'est quelque chose que dit souvent Michael Delafosse, notre territoire désirable, et que le fait de réserver cette gratuité aux contribuables de la métropole, finalement, montre combien le fait intercommunal produit des politiques publiques de qualité. Voilà. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est comme ça qu'on amènera les populations, finalement, des intercommunalités limitrophes à ne plus voir la métropole comme étant le grand qui mange les petits, mais finalement comme étant quelque chose de positif pour les politiques publiques qui pourraient aussi être exercées à leur endroit. Je vais prolonger le propos de Julie Frêche pour répondre à cette question. C'est une question que nous posons sur le territoire du département de l'Hérault et sur le territoire de l'agglomération de Montpellier depuis une vingtaine d'années. Il faut que vous sachiez que ici, le territoire de la métropole avait vocation à être bien plus large que celui qu'il n'est aujourd'hui. Malheureusement, pour des péripéties d'ordre politicien sur lesquelles je ne reviendrai pas, un certain nombre de communes qui avaient vocation à être incluses dans le périmètre de l'intercommunalité, en l'occurrence la commune qui accueille l'aéroport, c'est une singularité que nous avons, qui est la commune qui accueille l'aéroport n'est pas dans le périmètre de l'agglomération, mais toujours est-il que c'est l'histoire qui est ainsi faite et nous faisons avec. Et souvent se pose la question concernant d'autres types de prestations qui sont proposées par les équipements sportifs et culturels de la métropole. Vous le savez, nous avons la chance d'avoir un opéra particulièrement apprécié et des habitants de la métropole et des habitants des intercommunalités voisines. Nous avons la chance d'avoir un équipement, en particulier des piscines métropolitaines particulièrement appréciées. Et effectivement, le fait que vous soyez habitant de la métropole fait que vous payez moins cher que lorsque vous venez d'une commune ou d'une intercommunalité voisine. C'est normal. Pour moi, c'est de l'équité devant le paiement de l'impôt. Il y a ceux qui paient l'impôt à la métropole et il est normal qu'ils puissent bénéficier d'un retour sur investissement et d'avoir des tarifs préférentiels, des tarifs sociaux. Et puis d'autres qui ont fait le choix de ne pas être dans le périmètre administratif de la métropole, ils ne peuvent pas demander le beurre, l'argent du beurre et la ferme. Mais tout cela pour vous dire que si le périmètre de la métropole est aujourd'hui ce qu'il est, à savoir 31 communes, il faut raisonner en termes d'aire urbaine. Et l'aire urbaine de Montpellier est bien plus large que le périmètre strictement administratif de l'intercommunalité. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque lorsque je présidais le syndicat des transports en commun interdépartementaux dans l'Hérault, nous avions justement à l'intérieur de ce syndicat mixte aussi bien la région qui a récupéré la compétence que la métropole de Montpellier, que les agglomérations. Aujourd'hui, sans faire offense à personne, je peux vous dire qu'effectivement ces conventions de réciprocité, demain, ont vocation à concerner la métropole de Montpellier et les intercommunalités voisines, sur un bassin de vie qui va du Pays de l'Or, donc Moguio, Carnon, Palavas, jusqu'à Sète, jusqu'à l'aglopole de Sète, en englobant Frontignan et Sète. Et quand vous allez au nord, c'est finalement le Pic Saint-Loup, c'est la communauté de communes de la vallée de l'Hérault, et pourquoi pas même aller jusqu'à Lunel. Or, quand je vous donne ces noms-là, pour celles et ceux qui connaissent le département de l'Hérault, ça veut dire une aire urbaine qui va de Lunel à Sète d'un côté et qui va jusqu'à Gignac au nord. C'est cela l'aire urbaine de Montpellier et c'est cela le bon sens, parce qu'effectivement, il y a les frontières administratives des intercommunalités et puis il y a les pratiques du quotidien de la part des citoyens et des citoyennes qui ne comprennent pas parfois les subtilités des découpages administratifs. Je vais évoquer un autre sujet pour faire plaisir à mon collègue Jean-Paul Lecoq pour lui dire que la gratuité du transport scolaire, ça sera mise en œuvre à la rentrée prochaine, en septembre prochain, dans toute la région Occitanie. Ça, pareil, de la même manière, lorsque nous avons annoncé qu'on mettait en place la gratuité du transport scolaire, beaucoup de familles ils nous ont dit, effectivement, c'est du pouvoir d'achat.
Et beaucoup d'autres nous ont dit ça va coûter de l'argent. Comment vous allez faire à la région pour pouvoir mettre en œuvre la gratuité des transports scolaires? Nous l'avons fait par palier. La première année, nous avons diminué de moitié le coût du transport scolaire. Au bout de 2 ans, nous avons diminué finalement la moitié par 2. Et aujourd'hui, à la rentrée prochaine, finalement, en un seul mandat, en 6 ans, nous allons passer à la gratuité totale du transport scolaire. Tout cela pour vous dire que lorsqu'on est convaincu d'une idée et lorsqu'on prend le temps de faire la pédagogie auprès des personnes concernées, en l'occurrence les familles, les enfants, les transporteurs, les intercommunalités, y compris les intercommunalités qui étaient réticentes au début, on leur disait, mais vous savez, il y en a certains qui nous ont dit, mais ça coûte de l'argent, la gratuité, c'est toujours l'argent des autres. Nous avons dit, mais nous, en tant qu'autorité organisatrice des mobilités, la région va mettre en œuvre la gratuité. Si vous, dans votre agglomération, vous ne le souhaitez pas, il n'y a pas de problème, vous ne le faites pas. Par contre, vous continuerez à faire payer les enfants de votre agglomération. Et si les autres agglomérations membres du syndicat mixte veulent faire la gratuité, ils la feront. Et au fur et à mesure, on commençait à interroger qui veut partir avec nous dans cette belle aventure. Naturellement, on a eu d'abord un premier partant, un deuxième, et très rapidement, certains se sont retrouvés à être les 2 parmi les 6, à ne pas vouloir mettre en œuvre la gratuité, et nous ont dit, mais ce n'est pas tenable par rapport aux familles de nos enfants, parce qu'effectivement, ils vont nous expliquer pourquoi le cousin ou la cousine qui habite le même département, qui habite l'intercommunalité voisine, lui, ne paie pas le transport scolaire. Nous, on a dit, on expliquera que la région et l'intercommunalité, en l'occurrence l'agglomération, se sont accordés pour exonérer les familles, et nous expliquerons que sur votre territoire, la région traite équitablement tous les enfants, va exonérer les enfants qui habitent sur votre territoire. Par contre, que vous, en tant qu'agglomération, vous continuez à faire payer une partie de la facture aux familles. Et je peux vous assurer que tout le monde a fini par convenir que la gratuité du transport scolaire était une bonne chose, y compris les plus réticents à la défendre aujourd'hui. Donc nous la mettrons en œuvre en septembre prochain. Deux dernières idées que je voulais partager avec vous. La question du péage urbain. Je ne pense pas que les mentalités sont suffisamment prêtes aujourd'hui en France à accepter l'idée qu'on puisse mettre un péage urbain. Pour moi, on part de très loin pour arriver à convaincre, et c'est tellement transgressif dans l'inconscient que de dire on va faire payer les gens, même si aujourd'hui les gens paient parce qu'ils prennent l'autoroute, mais leur dire on va mettre un péage urbain, c'est quelque chose qui me semble être difficile à faire admettre. On va s'épuiser en termes d'énergie et je pense que ça risque d'être un combat difficile. De la même manière, je voudrais faire part vraiment de mes doutes concernant l'idée de facturer en fonction de la plus-value foncière de là où passe une nouvelle ligne de tramway, par exemple. Je ne voudrais pas qu'en le faisant, on puisse involontairement provoquer de la gentrification. Aujourd'hui, quand vous allez dans une grande ville du sud de la France, à 2 heures de route d'ici, Marseille en particulier, vous avez un certain nombre d'avenues, de rues qui étaient très populaires. Et lorsque des fonds de pension sont venus investir, lorsqu'il y a eu le passage du métro dans certains quartiers, dans certaines rues, ça a contribué à la gentrification. Et donc voilà, je ne voudrais pas que l'effet involontaire ou qu'on ne voit pas ou indésirable soit le fait de pousser les gens à aller plus loin en disant effectivement le fait de payer plus de taxes foncières fait que des familles modestes ne puissent pas le faire. Je terminerai en vous disant que des expérimentations, on peut en faire beaucoup, des pistes, on peut en faire beaucoup, avec des résultats qui peuvent être parfois incertains, voire parfois hasardeux. En revanche, l'augmentation et le déplafonnement du versement mobilité, là, c'est quelque chose où on peut mesurer d'entrée en faisant des études d'impact. On sait très bien, en l'augmentant, combien de recettes supplémentaires ça va apporter. Il y a des mesures qui sont très simples parmi celles qui ont été évoquées, où on sait quasiment à quelques milliers d'euros près ou quelques dizaines de milliers d'euros près quelles vont être les recettes supplémentaires sur lesquelles on peut escompter. Je ne voudrais pas qu'on multiplie les leviers des sources de financement au risque de nous épuiser et au risque parfois d'être déçus par finalement les recettes qu'une mesure qui serait mise en œuvre
un péage urbain, ça nécessite de recruter du personnel, ça nécessite de payer ce personnel, et peut-être qu'à l'arrivée, les recettes vont être relativement modestes par rapport aux charges fixes courantes de ce dispositif. Et moi, je serais plutôt enclin à dire restons sur des choses qui existent déjà, en augmentant les pourcentages, en augmentant les seuils. Là, au moins, on est sûr de ne pas beaucoup nous éloigner, de ne pas beaucoup nous tromper de ce que nous aurons comme recette à l'arrivée. Merci beaucoup. Donc c'était une super conclusion. En tout cas, on va devoir arrêter là parce que je vois que c'est l'heure, sauf s'il y a une autre question, mais je ne crois pas. Non. En tout cas, merci beaucoup à tous pour cette discussion. Et puis, de toute façon, elle va se continuer dans le futur parce qu'elle est loin d'être terminée. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à tous.